Tafa combien je suis extrêmement content. Parce que pour une fois, on reçoit quelqu'un ici au centre qui ne vient pas faire des accusations, hein, qui ne vient pas pointer le doigt sur les autres, mais qui nous ramène à notre propre condition, en nous disant, essayez de regarder à l'intérieur de vous-même, trouvez la force que vous avez en vous pour affronter votre nouvel environnement. Parce que souvent, on attend les immigrants se plaindre. Hein? On a tendance à se plaindre, on ne me donne pas de l'emploi, on ne me donne pas ceci, moi je suis qualifié. Mais on ne se donne même pas, on ne se questionne même pas sur nous-mêmes, sur ce que nous sommes par rapport à l'environnement dans lequel on se situe. Et donc j'ai apprécié énormément votre intervention parce que vous avez mis l'accent sur la ghettoisation, qu'on a eu le temps d'y discuter ici. Vous avez mis l'accent sur la culture en tant qu'un ensemble et des réponses que nous donnons face à nos exigences vitales. Vous avez parlé de l'image que nous devons dégager par rapport à l'environnement dans lequel on s'inscrit. Et vous avez également sensibilisé sur l'esprit d'entrepreneurship et j'ai aimé beaucoup l'emphase que vous avez mis sur le réseautage et les sentiments d'appartenance auxquels nous devons cultiver face à notre environnement. Donc c'était un message d'espoir, un message qui nous interpelle beaucoup et qui nous demande d'être à responsabilité par rapport à nous-mêmes et de contribuer dans cette société qui a accepté de nous accueillir. Et je pense que c'est très important et c'est rafraîchissant d'avoir des conférenciers comme vous qui viennent nous dire « Nous sommes venus ici parce que nous l'avons choisi ». Et c'est à nous de nous adapter à l'intérieur de cet environnement-là. Et je vous dis merci beaucoup pour cette brillante intervention. Et je complète ce qu'avait dit professeur Awazi pour vous dire combien vous devez continuer à travailler dans ce sens-là parce que c'est un message d'espoir et c'est avec des gens comme vous que les immigrants peuvent beaucoup apprendre et avancer. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Patrick. Bon, moi je vais... Pas de questions, puis après il va commenter. Moi, je vais soulever une série de points. En fait, ce que je vais faire, je vais essayer de ramasser une série de questions et essayer d'en poser une seule. Ça ne va pas être facile, mais je vais essayer de le faire. Et comment pouvoir, quand on est nouveau arrivant, arriver à faire ce détachement culturel-là pour s'intégrer, tout en ne perdant pas ses repères émotionnels essentiels. Parce que le risque là, c'est d'être déstabilisé par rapport à son essence même, parce qu'on a vécu, on a des repères dans sa vie qui sont importants, à travers lesquels on a développé une identité. Comment arriver à se détacher de cette identité, ces repères, pour se créer une nouvelle identité, tout en ne perdant pas sa stabilité, avec un risque de perdre sa confiance en soi. Parce qu'on a l'impression, à un moment donné, de tout ce qu'on a accumulé, ces diplômes notamment et autres choses, ne valent plus rien. Alors, c'est comment arriver à se détacher. Bon, premier point. Deuxième point, rapidement, et on parle de reprendre ses études, etc. Ça emmène des fois un changement des objectifs personnels. Et ces objectifs sont essentiels à sa conception de la réussite. Maintenant, comment ça se fait, comment concilier de nouveaux objectifs qui émergent un peu de nulle part, qu'on n'avait pas auparavant. Donc il y a un examen de conscience, je veux dire, de replacement qui est assez difficile à faire. Troisième point, la société qui nous accueille a des traits culturels qui sont questionnables. Bon, par exemple, moi j'ai un style droit au but, là, je parle sur le plan, par exemple, sexuel, sur le plan, bon, il y a beaucoup de points comme ça, j'ai pris sexuel justement pour frapper fort, et arriver à faire la part des choses entre ce qui est important sur le plan personnel, je dis professionnel, c'est pas toujours clair. Autre point, en ce qui a trait à, quand vous dites de se valoriser devant, que c'est important d'apprendre à se vendre. Et ce qui arrive souvent, et moi je l'ai vécu, quand on se valorise trop, on fait peur à un employeur potentiel parce qu'il croit que vous allez prendre sa place. Alors, comment arriver à déterminer le niveau d'auto-valorisation juste? C'est pas clair. Et dernier point, je termine là, c'est que vous parlez de
contribuer à la nouvelle société. Là encore, il y a un risque de perdre des ressources qui sont essentielles à sa propre réussite individuelle en se perdant dans un investissement externe à soi qui peut-être ne va pas être aussi rentable que investir dans sa propre personne. Là encore, la démarcation n'est pas claire. Et je termine, c'est lié avec cette idée de contribution à la société. On a quand même une responsabilité en tant que nouvel arrivant vis-à-vis de sa famille, de sa communauté et de son pays d'origine. On ne peut pas le négliger. Maintenant, et le risque là encore, c'est et je crois que la société d'accueil, quelque part, même inconsciemment, attend ça de nous. Quand nous arrivons avec un bagage culturel. Regardez la série de restaurants, nourriture marocaine, haïtienne, africaine et autres. Je crois que c'est une richesse. Là encore, il y a un risque en se départissant de ce sentiment d'engagement envers sa propre communauté, ses origines, de perdre cette valeur culturelle positive, constructive qu'on peut apporter à cette société d'accueil. Donc, je termine là. Je ne sais pas si... Voilà. Okay. Merci. Merci. Moi, c'est Isabelle Frappier. J'ai été fonctionnaire au gouvernement fédéral jusqu'à l'été. Donc, pour moi, où ce que je travaillais, il y avait des Chinois, on avait des Africains, il y avait vraiment un mélange. Et moi, de ma part, à l'Agence du revenu du Canada, était mon employeur, il y avait un certain effort, je pense, de sensibiliser les employés aux différences culturelles, pour d'un côté qu'il y ait une harmonie qui se crée parmi les employés, pour éviter justement les escalades de difficultés entre employés et des mésententes. Aussi, c'est un autre avantage, c'est qu'on avait aussi des interactions avec les contribuables et avoir une sensibilisation aux cultures, ça nous permet aussi de mieux communiquer avec notre client. Bon. Ensuite, bon, donc ma première question, c'est, je comprends que votre point de vue, c'était de la personne qui veut se vendre pour trouver un emploi et d'être sensibilisé à ces différences. Mais ma question, c'est, du point de vue de l'employeur, quelle est comme l'obligation ou je peux voir les avantages, mais obligation, lorsqu'ils engagent quelqu'un ou même au temps de l'entrevue, de comprendre ces différences culturelles-là. Est-ce que ça existe des cours, des choses pour sensibiliser les employeurs aussi? C'est ça. Je pense que je vais me limiter à cette question-ci. Isabelle, alors, vous avez le choix. Hein? Ça peut être un commentaire à chacun des intervenants. Vous pouvez ramasser, vraiment donner à chacun un message. Parfois, il y a aussi des questions qui se regroupent, donc c'est à toi de voir. Merci, mon frère. Alors, premièrement, merci pour ton commentaire, mon frère Biko. Et tu as tout à fait raison en disant que nous avons, chacun de nous a une responsabilité. Et j'aimerais juste vous rappeler d'un proverbe africain qui dit « Si nous n'avons pas un ennemi à l'interne, notre ennemi, à l'interne ou à l'intérieur, notre ennemi à l'extérieur ne peut pas nous faire du mal. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la réussite, le bonheur, la réalisation, les accomplissements commencent de l'intérieur, commencent de nous-mêmes. Donc c'est comment nous on perçoit nous-mêmes, c'est ça qui va faire la différence. Et effectivement, c'est un constat que j'ai fait, pas seulement moi, mais c'est qu'on a tendance à lancer
notre échec sur l'autre. Si je réussis, c'est grâce à mon intelligence, à mes compétences. Si j'échoue, c'est lui. Ok? Donc on a de la misère à accepter la responsabilité. Donc c'est le message, c'est un message aussi que je partage, je transmets à mon auditoire, que l'importance de développer une culture de responsabilité plutôt qu'une culture de blâme et de victimisation. Oui, c'est vrai, il y a du racisme. Oui, c'est vrai, il y a de la discrimination. Oui, c'est vrai, il y a des obstacles, ok, au niveau de la recherche d'emploi, du lancement d'affaires. Même, j'ai un emploi, mais j'ai besoin de le garder quand même. Donc la rétention même de l'emploi, on a de la difficulté avec ça. Mais à quel point moi je suis responsable dans tout ça? Donc on a tendance à lancer tout sur l'autre et puis dire que c'est à cause de lui que moi je réussis. Donc tout commence par nous-mêmes et à l'intérieur. Maintenant, pour répondre à tes questions, Patrick, comment se détacher? C'est-à-dire, c'est quoi comment dirais-je, le point d'équilibre, si tu veux, entre le fait de sauvegarder, de garder ses valeurs, son identité, et en même temps s'adapter à la nouvelle société canadienne. C'est ça ta première question. Et moi, je peux te dire qu'on parle d'une identité plurielle. On parle d'une identité de caméléon. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que tu n'es plus dans une société, dans une communauté homogène. Okay? Il y a plusieurs communautés ethniques. Alors, donc, nous avons l'obligation, la responsabilité de s'adapter selon cette communauté. Je viens chez des amis malaisiens, eh bien, je vous avoue que j'ai mangé une nourriture que pour moi c'est vraiment très fort. Mais j'ai mangé, j'ai souri, okay, parce que... D'accord. J'ai gardé le sourire, parce que mais ces gens-là, ils ont pris le soin de m'inviter, ils ont pris le soin de me préparer ce qu'ils ont de meilleur, puis c'est pas à moi disons, d'être négatif et de leur dire ah, non, je ne veux pas manger, c'est une insulte. Donc, alors, il faut s'adapter. Il y a des gens qui vont dire non, moi je ne veux pas, j'ai rien à voir avec ça, je ne veux rien savoir de ta culture. Ce qui m'importe, c'est ma culture à moi. Donc, ces gens-là, ils tombent dans le piège de l'ethnocentrisme, pire, l'esprit de clocher. L'esprit de clocher, c'est quoi? C'est qu'il n'existe pas une autre façon de faire dans le monde sauf la mienne. D'accord? L'ethnocentrisme, oui, ok. J'avoue qu'il y a d'autres façons de faire, mais la mienne est la meilleure. Ok? Donc, pour être bref un peu, donc, Patrick, on peut développer une identité plurielle, ok? Et ça exige une conscience, d'accord? Et une volonté de changer, parce que la majorité, ils veulent influencer sans être influencés eux-mêmes. Ok? Je veux que lui s'adapte à ma culture à moi, ce qui n'est pas intelligent, je peux dire. Donc, c'est une ignorance, si vous voulez dire. Donc, il y a une façon de garder ses valeurs, son identité, son système de croyance, et ainsi de suite, mais ajuster et adapter mes façons de faire selon le contexte où je suis. Par exemple, je sais que je viens du Maroc, par exemple. Alors, nous avons un style de communication tout à fait différent que celui du nord de l'Amérique. Et j'ai appris à développer, par exemple, quand quelqu'un parle, eh bien, je l'écoute et je le laisse finir. Une fois qu'il finit, je reprends la parole. Alors qu'au Maroc, c'est comme un orchestre. Okay? Tout le monde joue en même temps. Donc, tout le monde parle en même temps. Et c'est comme ça qu'on communique, c'est normal. Et je ne vais pas dire pourquoi, comment. Donc, j'ai intérêt à m'adapter. Donc, il faut développer une certaine flexibilité, si tu veux réussir. Maintenant, au niveau
tu disais tout à l'heure, ton style de communication à toi, et tu vas droit au but. Oui. J'apprécie ce commentaire. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas oublier, dans le comportement humain, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension universelle. On veut tous manger. On est tous à la poursuite du bonheur, de la réussite, n'est-ce pas? Si je pleure, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, que je suis triste ou je suis très, très content. Ça dépend. Ok. Si je souris, vous allez comprendre qu'est-ce que ça veut dire, cette expression faciale. D'accord? Donc ça, c'est la dimension universelle. D'accord? Maintenant, la dimension culturelle. Par exemple, si j'ai le fait de, par exemple, de mettre du blanc durant un deuil, est-ce que c'est individuel ou culturel ou universel? C'est culturel. Le fait de ne pas mettre des vêtements blancs durant un deuil, c'est culturel, individuel ou universel? C'est individuel. Le fait de fumer, est-ce que c'est culturel, individuel ou universel? Individuel. C'est individuel. J'ai peur des serpents. C'est individuel. Donc c'est pas parce que j'appartiens à un groupe ethnique. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'étais au Koweït, j'ai des amis de l'Égypte. Donc selon eux, parce que à cette époque-là, l'équipe de foot du Maroc, ils jouaient bien. On avait une très bonne équipe au Maroc durant ces années-là. Donc ils me posaient des questions sur le foot. Moi, je leur dis, j'ai aucune idée de ce qui se passe. Mais comment ça, tu es un Marocain? Oui. Mais tu dois aimer le foot, non? Ah non, mais tous les Marocains aiment le foot. Non, mais oui, c'est vrai, mais moi, ils m'ont dit, mais c'est vrai, tu es Marocain, mais tu es assemblé en Chine. Tu es un faux Marocain. Donc pour eux, tous les Marocains doivent aimer et s'intéresser au foot. Okay? Comme nous, par exemple, quand on était petits, on regardait les films de Bruce Lee et tout ça. Donc quand je regarde un Asiatique, nécessairement, automatiquement, c'est un master en Kung Fu, tout ça. Pour nous, ce sont des stéréotypes qu'on développe. Donc c'est pas parce que j'appartiens à un groupe ethnique que je devrais automatiquement, nécessairement agir comme ce groupe ethnique. Il y a la dimension individuelle. Donc il se peut que Patrick vient du Maroc où on prend le temps à la légère, mais il est ponctuel. Ok? Parce que chez nous, quand on a un rendez-vous à 10 h, c'est pas, je suis pas ici à 10 h, c'est à 10 h qu'on commence à se préparer pour l'entrevue de 10 h. Ok? C'est à 10 h qu'on s'active. Et puis Benoît est là, il arrive, lui, il n'avait rien à faire avant, donc il était là au café à 10 h. Puis moi, je suis en retard. Pour lui, c'est normal. Il va prendre un café, lire un journal, il va m'attendre. 10h30, 11 h, ok, donc c'est normal. Mais quand je dis c'est normal, au niveau professionnel, c'est pas normal. On dit 10 h au travail, c'est 10 h, ou 8 h, c'est 8 h. Donc il faut juste corriger ces perceptions-là. Est-ce que c'est clair, Patrick? Donc il y a la dimension individuelle. Se valoriser. Maintenant, oui, pour ne pas faire peur à l'employeur, bien tu dois doser. Premièrement, tu peux évaluer si juste dès le premier contact, notre intuition est très très forte. Donc je vous encourage à faire confiance en votre intuition. Quand vous rencontrez quelqu'un, on peut se tromper, c'est sûr, mais ça peut montrer, ça peut te donner une idée sur à quel point tu peux mettre, disons, tes réalisations, tes compétences, tes qualifications en valeur, et quand est-ce que tu dois un peu, disons, être, comme on dit, garder low profile. Donc c'est à toi de mesurer ça, parce que oui, il y a des gens qui peuvent se sentir menacés. J'ai des amis qui ont vécu cette expérience-là, mais c'est pas toujours que tu vas rencontrer des employeurs de cette façon-là. Donc, pour te dire que la majorité des employeurs que tu vas rencontrer, ils veulent savoir c'est quoi les accomplissements, les réalisations, c'est quoi la valeur ajoutée pour ton ex-employeur.
Parce que, oui, on t'embauche pourquoi? Pour dormir ici. Donc, on veut que tu amènes une valeur ajoutée. C'est quoi ta valeur ajoutée? Donc, il faut la mettre en valeur d'une façon raisonnable. Est-ce que ça répond à ta question? Contribution, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Parce que d'abord, on veut s'installer d'abord, on veut construire notre nid d'abord quand on vient au Canada et développer un réseau personnel tranquillement avant de répartir notre temps ici et là et donner l'impression qu'on contribue, n'est-ce pas? Et là, j'aime bien la citation d'Abraham Lincoln qui dit « La meilleure façon pour aider les pauvres, c'est de ne pas être parmi eux. » Okay. C'est puissant. Ça, c'est très puissant. Okay. Quand tu écris ça, alors, c'est très puissant. Tu ne vas pas contribuer, mon frère, Patrick, avec ton temps ou ton argent, si toi-même tu as besoin de cet argent et de ce temps-là. Donc, quand je dis contribution, c'est premièrement, tu dois assurer tes besoins de base. Tu as un job, tu as un travail qui subvient à tes besoins personnel et familial, au niveau financier, tu es à l'aise. Okay? Tu n'as pas de soucis au niveau des besoins de base. Mais une fois que tu sens que tu as atteint un certain niveau financier et puis social, économique, et là, tu devrais ne pas rester dans la consommation, dans l'égoïsme, tu devrais penser aux autres. Qu'est-ce que moi comment je pourrais aider les autres? Comment je peux changer la vie des autres qui sont autour de moi vers ce qui est positif? Donc, un peu, ça répond à ta question. Donc, il faut faire des choix stratégiques, mais au début, tu ne peux pas le faire parce qu'on est même perdu avec nous-mêmes. Donc, il faut prendre le temps pour s'orienter, s'établir. Et ensuite, là, c'est vrai que c'est très important de contribuer parce que, bien, ma philosophie, c'est de minimiser la consommation, maximiser la contribution. Et quand tu contribues, tu vas voir que tu vas devenir plus riche, pas en termes seulement d'argent, mais au niveau spirituel. Ça te donne un sens à ton existence. D'accord? Tu vas vivre une certaine satisfaction spirituelle et même au niveau relationnel. Ok, au niveau de la société d'accueil, tu dis que la diversité c'est une richesse, oui c'est sûr, si on sait comment la gérer, sinon c'est un fardeau, c'est un mal de tête. Donc, comment équilibrer entre les différents groupes ethniques et leur apport? Tu as parlé tout à l'heure des différents mets et des différentes cuisines. Ça me renvoie à mon livre qui s'appelle Au-delà du couscous et des tam-tams, pour dire que oui, c'est vrai qu'il faut contribuer à travers les dîners multiculturels, les soirées de musique, mais hein? Il faut insister sur ça. Effectivement, mais vraiment, Patrick, moi, quand je vois ça, je m'excuse, je respecte ça, je l'apprécie, mais il ne faut pas rester juste à ce niveau-là. Pour dire que la question que je me pose quand j'assiste à un événement comme ça, et puis les gens mangent, et puis on invite une équipe pour danser de ça, des tam-tams, à la fin, les gens rentrent chez eux, oui, ils ont bien mangé, on s'est réjoui et tout ça. À la fin de la journée, est-ce qu'ils ont appris les perceptions, leur propre perception et celle de l'autre au niveau du temps, au niveau de l'espace, au niveau de la relation, au niveau du leadership, au niveau du travail d'équipe, au niveau de la gestion des conflits, au niveau de la prise de décision? C'est ça qui va te permettre à toi, à moi, à Benoît, à Biko et à tel et tel de communiquer d'une façon efficace, de trouver l'emploi que je mérite, de savoir comment approcher les employeurs canadiens. C'est ça qui va faire la différence. C'est pas le Bilibili, comment il s'appelle, le Pili-Pili, ou le couscous ou les tam-tams. C'est bien de les apprécier,
Mais enfin, surtout pour nous, les nouveaux immigrants, moi j'ai pas besoin de manger du couscous. Montre-moi comment trouver du travail. Parce que là... Ah, ça c'est important, sans t'interrompre. Quand Oui, tu mets pili-pili, parce tout que ça. je deviens émotionnel. Oui, non, c'est normal. Il y a aussi, chez Thomas, il y a aussi le ndolé. Je voulais juste ajouter dans la liste. Tu as le ndolé parce que, pour ne pas offusquer mon frère Thomas, j'ai pas aussi dit ndolé parce qu'il y a une nourriture aussi. Pardon? Lui, Thomas, chez lui, c'est le ndolé. Le ndolé, c'est une nourriture. Oui, l'andolé. Ndolé, c'est ça, oui. Je voulais citer ça pour. Parce que comme il rit, pour le faire rire un peu, c'est un ami. L'andolé, c'est de quel pays? Cameroun. Cameroun, Oui, ok. les lieux en otage. C'est à base de quoi? C'est Des bananes? des légumes, oui. Ce sont des légumes. Ah, tu vas me donner les ingrédients. Ok, pour l'inclure dans mes exemples. L'andolé. Ndolé, oui, Ndolé, ndolé, oui. ndolé. C'est important pour être populaire, quoi. C'est ça. Donc, oui, on apprécie l'andolé, le couscous, la pizza et le pili-pili, mais donnez-nous Du travail. comment communiquer, comment approcher les employeurs, c'est ça qui va faire la différence. Donc, c'est le sujet de mon livre. Et puis, je passe à... vous voyez que je deviens un peu... parce que ça me touche personnellement et professionnellement, et ça me fait énormément de la peine quand je vois des gens, un capital humain très qualifié, disons... qui n'a pas de valeur, okay? Qui est Exploité. Sous-exploité, exactement. Sous-évalué. Ok, donc j'ai des amis qui ont un PhD. Tout à fait, je reviens à ta question. Un PhD en ressources humaines. Toujours, il a ce problème d'être toujours celui qui fait l'entrevue, il se sent toujours menacé parce qu'il n'a pas ce PhD lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on lui donne, disons, toutes les raisons que vous pouvez imaginer. Comme quoi, je sais pas quoi, on va chercher une... Parce que lui, il sait que le jour, disons, le lendemain, ils vont lui dire, mais monsieur est plus compétent que toi, il a un PhD, donc bye bye. Donc il va prendre, peut-être que oui, peut-être que non, mais pour te dire que c'est une réalité. Maintenant, Isabelle. Oui, si j'ai... Oui, vas-y. La responsabilité qu'on a quand même vis-à-vis de sa famille, sa communauté et son pays d'origine. Bon, bien entendu, c'est un peu subjectif, mais quelque part, on ne peut pas éviter cette question-là. Ok, répète la question. Ce que je veux dire, c'est que quand tu vas apporter à la société, oui, contribuer, est-ce qu'il ne faut pas quelque part quand même donner une priorité ou bien penser à donner aussi à ta propre communauté? Est-ce que quelque part, si on le fait, on ne perd pas quand même son rôle de leader quelque part là? Et puis il y a un impact général sur la communauté. Ok, alors juste pour clarifier les choses, Patrick, quand tu dis donner à qui exactement? Donner à la communauté? Non, ce que je veux dire, c'est que tu as dit que tu as parlé de la contribution oui, à la société d'accueil en général. Oui. Mais est-ce que dans la société d'accueil en général, je veux dire la société, est-ce qu'on ne devrait pas quand même accorder une attention particulière et s'assurer de donner à sa propre communauté? Mais regardez ce que je fais aujourd'hui, ça fait partie. Donc le fait juste de sensibiliser les personnes de ton groupe ethnique, c'est déjà une différence que tu fais. Si tu leur montres comment on dit pêcher, hein, c'est une contribution à la société en général. Tu vois la différence? Donc, je ne suis pas obligé nécessairement, quand je dis contribution, faire quelque chose, disons, à l'échelle nationale. Si on commence juste au niveau de ma propre famille, sensibiliser ma conjointe, mes enfants sur cette ouverture d'esprit, respecter les autres, c'est pas parce qu'il est différent que moi au niveau de la religion, de l'ethnie, que je vais devoir le haïr. Ça c'est déjà quelque chose. Donc on commence, comme on dit, la charité, comment commence par soi-même. Ok? Exactement, par soi-même. Donc, parce que c'est quoi le discours qui existe? Nous contre eux.
Là, je parle des familles issues de l'immigration, c'est nous contre eux parce qu'ils voient la culture nord-américaine, en l'occurrence canadienne, comme une menace contre leur propre identité, leurs valeurs et tout ça, alors que c'est pas vrai. Je peux, disons, conserver mes valeurs, mon identité, et en même temps exprimer du respect envers l'autre. Et et éviter ce discours de nous contre eux. Ok, donc l'enfant, qu'est-ce qui arrive? Il y a un déchirement entre sans vouloir être, c'est-à-dire lui, il veut devenir quelque chose, il a ses propres aspirations, ses propres choix personnels, et son devoir être, ce qu'on veut que lui, qu'il soit. Ok, donc ce sont les normes, les règles socialement acceptables, culturellement nécessaires pour être accepté, aimé par ses parents et son groupe ethnique. Vous voyez donc, qu'est-ce qu'on fait? Si je commence juste par ça, eh bien, je fais une différence. Ça répond à ta question? Tu es convaincu? Pas convaincu, est-ce que ça... Hein? Oui, Ça satisfait? Merci beaucoup. Hein? Sinon... Merci, Moussafa. Bienvenue. Isabelle. Alors, bonjour Isabelle. Ça va bien? Oui. Tu t'amuses dans ta retraite? Ah oui, absolument, oui. Alors, oui, il y a des cours, des formations qui sont offerts aux organisations, que ce soit au niveau gouvernemental ou privé ou public. À mon avis, ce n'est pas suffisant. Okay? La preuve, c'est qu'on a encore du chômage, on a encore, au niveau des nouveaux immigrants, on a encore la surqualification. Donc si ces formations ont fait une différence, on ne verrait pas ce pourcentage énorme au niveau des nouveaux immigrants qui chôment ou bien qui sont surqualifiés. Donc pour dire qu'il y a encore du travail à faire, ceci dit, je reconnais l'effort que le gouvernement fait à travers les différents centres communautaires, les différentes initiatives au niveau des formations qu'il offre. Sauf que moi, j'ai une autre vision. Et pour te dire qu'on touche, j'ai assisté à quelques formations, on ne touche pas aux choses fondamentales, aux vraies choses. On reste au niveau des, comment on dit, exactement. Et on n'entre pas dans les détails parce que les gens ne veulent pas savoir c'est quoi l'historique du Canada, qui a découvert le Canada. Ça c'est intéressant à savoir, mais donne-moi ce qui va m'aider le lendemain pour réseauter, pour pouvoir chercher du travail. Comment mon résumé devrait être? Okay, alors nous, on est taxé sur les tâches. Quand on nous demande, ok, envoie-moi ton CV, quand tu prends le CV d'un nouveau immigrant, vous allez remarquer qu'il y a une description des tâches, une description de job description, du travail. Tout à fait. Okay? Tout à fait. Alors que les exigences, les attentes des employeurs canadiens, qu'est-ce qu'ils veulent voir? Des chiffres. C'est quoi les accomplissements, c'est quoi la valeur que tu as ajoutée à ton employeur, que ce soit ici au Maroc ou en Malaisie, en chiffres. Par exemple, c'est quoi le profit que tu as réalisé? C'est quoi en pourcentage ou en dollars? C'est quoi, combien de coûts tu as diminué? Okay? C'est quoi le pourcentage des clientèles que tu as fidélisé? Okay? C'est quoi le budget que tu as géré? Okay? C'est ça. Ici, on est obsédé par les chiffres. Pourcentage, si on voit juste des mots, ça c'est, pour moi, c'est recyclage, pour ne pas dire la poubelle. Ok? Donc, ils veulent voir des chiffres. Qu'est-ce que tu as amené? Je ne veux pas que tu décrives, ah, je réponds au téléphone. Non. Qu'est-ce que tu as fait comme valeur, comme contribution? Est-ce que j'ai répondu à ta question, Isabelle? À moi? Ok. Alors, on prend une autre série de questions. Qui a une expérience de base, ok, de mettre des outils en place, ok, pour répondre à ses besoins. Parce que techniquement, la société d'accueil ne connaît pas nécessairement nos besoins. Eux, ils ont leurs besoins, leurs échelles de valeur. Et puis cette communauté d'accueil, c'est là où le travail est un petit peu plus difficile à faire. Et puis là où on devrait travailler en réseau.
Parce que ce qui est important, dans notre communauté, on vit en réseau. Lorsqu'on est chez nous, on vit la grande famille, la belle famille. Mais lorsqu'on arrive au Canada, c'est individuel. Mais, par contre, la richesse se fait collectivement. Alors, si vous voulez avoir un 5 000 $, c'est qui tu connais. Si tu veux faire un business, tu t'en vas, la banque va te dire qu'est-ce que tu vaux. Mais je pense que ça, c'est le défi qu'on a à faire. C'est la communauté ethnoculturelle, ceux qui sont ici, qui doivent créer ces réseaux pour nous, et puis qui va éduquer la société d'accueil. C'est ça, moi, je pense. Merci, Alexandra. Ok, tu vas réagir après. Alors, il y a aussi Aimé. Oui, bon, je m'appelle, bonjour. Bonjour, Aimé. Moi, je m'appelle Aimé, pardon. Je viens de Bruxelles. Ça fait 4 mois que je suis ici à Ottawa. Vous avez relevé un point qui, moi, personnellement, m'a parlé au niveau de comment rédiger un CV et qu'il fallait mettre plus l'accent sur les chiffres plutôt que les mots. Pourquoi est-ce que j'interviens? Parce que lorsque je suis arrivé ici, parce que moi je suis arrivé par Toronto, il y a des amis qui sont, bon, je suis congolais d'origine, et des amis qui m'ont dit, ben voilà, lorsque tu introduis une demande pour un emploi, donc un CV, il faut marquer les tâches. Donc ce sont des personnes qui, elles, sont ici depuis 4 ans. Donc moi, en tant que nouvel immigrant, nouvel arrivant, donc moi, d'office, comme vous parlez de réseautage, donc dans un premier temps, c'est vers ma communauté d'office que je me tourne. Et vers ceux qui, du moins, ont, je dirais, passé quelques temps ici. Donc, me disant cela, je prends part de leur expérience et de leurs conseils. Maintenant que vous parlez de mettre l'accent sur les chiffres, moi, en même temps, ça remet en question le processus, ou bien, si vous voulez, comment faire pour pouvoir trouver un travail, parce que c'est ce dont vous parlez. Dis-moi comment faire pour trouver un emploi. J'ai pas envie que tu... C'est bien de savoir que oui, le Canada compte les provinces, que voilà, ça a été découvert par tel, mais bon, je veux savoir en tant que nouvel arrivant, comment faire pour trouver un emploi, quelles sont les démarches à effectuer, par exemple, pour pouvoir avoir une résidence permanente, ou que sais-je. Donc voilà, moi, c'est un peu ça mes questions. Nico, et puis après. Ouais. Moi, je vais d'abord intervenir par rapport à ce que notre sœur là-bas a dit. Ouais. Pardon? Alexandra? Oh oui, Alexandra, ce qu'Alexandra a dit. C'est très intéressant, Alexandra, mais en même temps, il faut porter une certaine nuance par rapport à ce que, à la conférence de Moustapha. Parce que le problème, c'est quand on passe notre temps à amener l'Afrique ici, on ne s'intégrera jamais dans cette société-là. Donc, la conférence de Moustapha s'inscrit dans une dynamique de prise de conscience. D'ailleurs, c'était son premier point là. Il faudrait que chacun prenne conscience d'abord de ses propres problèmes et de se dire, personne ne m'a invité ici, je suis venu ici de mon gré. Alors c'est à moi d'entreprendre les premières démarches pour aller vers l'autre. Et ça devient très très important au lieu de continuer toujours, parce que le fait d'attacher une certaine importance ou d'accorder beaucoup plus d'importance à sa propre communauté renvoie à ces phénomènes de ghettoisation où on vit naturellement, où on se retrouve tout simplement, on attache beaucoup d'importance à sa propre communauté, alors que cette même communauté est pratiquement coupée de la réalité, comme on dit des mainstream en anglais. Hein. Donc, il faudrait avoir cette responsabilité-là de s'introduire dans la société majoritaire pour tenter de retrouver sa place, au lieu nécessairement de se revenir sur sa propre communauté ou de demander aux gens de sa propre communauté comment ça se passe. Non, il ne faut pas demander aux gens de ta propre communauté, va demander aux gens de la communauté d'accueil. C'est de cette façon-là que vous allez faire votre apprentissage. Mais en tout cas, c'était juste un point. Moustapha, j'aurais voulu que vous essayiez un tout petit peu de nous instruire sur la manière de créer, de développer le réseautage. Parce que c'est un grand problème par rapport aux gens de la communauté immigrante. On ne sait pas où aller, à qui se fier pour développer ces phénomènes de réseautage. Je pose la question, j'ai ma petite idée, mais toi, en tant que conférencier, je pense qu'il est de votre devoir de pouvoir nous abreuver un peu plus sur cette dynamique et nous dire un tout petit peu comment sortir de la boîte ghettoisante dans laquelle on se retrouve et nous permettre d'aller vers l'autre et de tenter de trouver le maximum d'informations dont nous avons besoin pour essayer de nous inscrire à l'intérieur de la communauté que nous a acquis. Merci.
Alors merci Alexandra, Aimé et Biko. Et alors Alexandra, je crois que Biko a bien répondu et j'aimerais juste ajouter une seule chose, c'est que l'intégration économique et sociale, c'est une co-responsabilité. C'est ce que je répète toujours. C'est une co-responsabilité. Ce n'est pas juste à la société d'accueil de nous sensibiliser, de nous prendre par la main pour nous montrer comment faire les choses. C'est à nous de sortir de notre zone de confort et d'avoir ce courage-là, de les approcher, de leur dire « montrez-nous comment on fait les choses ». Okay? Parce que ce qui arrive, c'est que eux, le gouvernement, ils dépensent des millions de dollars pour créer des services d'établissement d'intégration. Et effectivement, comme tu le dis bien, ça ne répond pas aux besoins des nouveaux immigrants, des vrais besoins. Ça répond aux besoins de s'établir, disons, comment trouver un loyer. Vraiment, ça reste au niveau des besoins de base. Bien sûr, il y a énormément de formation au niveau de la recherche d'emploi, et j'ai passé à travers ça, et je peux te dire que ça a besoin d'être ajusté selon les besoins des nouveaux immigrants, parce que ces formations-là sont conçues par des Blancs pour des Blancs. Okay? Maintenant, tranquillement, il y a des gens qui sont issus d'immigration, qui travaillent là-dedans et qui essayent d'ajuster ça, disons, aux nouveaux immigrants. Donc il y a un travail à faire. Oui, Alexandra. Je pense que vous m'avez mal compris. Peut-être. Oui. Parce que, pourquoi je dis ça? Parce que selon sa réponse, j'ai vu que vous m'avez mal compris. Peut-être, okay? C'est possible. Je vais vous donner un exemple. Oui, j'étais au patrouille d'Ottawa. J'ai commencé au patrouille. On m'a engagé dans des réunions. Quand je suis arrivée dans des réunions, on pensait pour nous. Il ne faut pas aller voir les ethnos pour dire qu'est-ce qu'eux ils pensent. Je voyais qu'on pensait pour nous. Ok, ça c'est juste un exemple. Moi je dis parfois, ils créent des programmes en pensant pour nous, sans nécessairement savoir quels sont vraiment nos besoins. Puis moi, mon commentaire en disant ça, c'était pas pour ghettoiser. Au contraire, si vous voulez avancer, vous devriez savoir où est-ce que d'où venez-vous. Ceci dit que, ok, en disant que c'est nous qui on devrait avoir un réseau, ok, qui pense aux besoins des ethnos, ok, qui va pouvoir mettre les choses en place pour les ethnos en consultation avec la communauté d'accueil. C'est ça que l'UPMRF, je ne sais pas si vous connaissez, essaye de faire, qui était quelque chose qui est quand même assez bien, ok, que on ne sait pas d'où ça vient, comment ça avance là. C'est ça que moi je voulais dire par là, ok, c'est créer un système, ok, ceux qui sont déjà sur le terrain, qui ont eu des difficultés comme vous et moi, ok, on va mettre des choses en place, ok, pour pouvoir éduquer les plus vieux, les plus jeunes, puis ceux qui n'ont pas d'expérience. C'est ça, moi, je voulais dire par ça, c'est pas ghettoisé. Non, en fait, ma réaction, c'était aussi un commentaire, mais merci pour la clarification, Alexandra, j'apprécie ça. Maintenant, mon frère Aimé, oui. Bienvenue de Bruxelles. Merci. Alors, j'ai bien aimé ton commentaire et ta question, parce que c'est un point qu'il faut clarifier. Et moi, personnellement, ça c'est une opinion, à vous de la prendre, de la laisser, vous avez le choix, vraiment, vous êtes libre disons, dans votre choix. Alors, moi, ce que je suggère, c'est de chercher son groupe ethnique durant les premiers mois jusqu'à maximum une année. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais m'installer au sein de ma communauté marocaine pour m'aider à m'installer. Sinon, ils vont me dire, ils sont où les magasins ethniques, ou là où je peux acheter
de la menthe pour boire mon thé à la menthe. Hein? Que tu dénonçais. Mon couscous. Non, non, je ne l'ai pas dénoncé. Il va me mettre dans le trouble. Non, non. Bon, c'est accordé. Comme on dit, c'est accordé. Non, j'aime le couscous, Nico. Je ne peux pas vivre sans couscous. Sauf que je veux aussi travailler pour pouvoir acheter du couscous. Donc, m'établir au sein de ma communauté parce qu'ils sont déjà là. Et donc, ils vont m'aider à découvrir le nouveau monde où je suis. Et si j'ai besoin de prier dans une mosquée, ils vont me montrer où. Donc, mes besoins de base, c'est eux les meilleures personnes que je devrais fréquenter et demander. Maintenant, une fois que tu t'installes, et là, il faut faire attention, il ne faut pas mal comprendre, interpréter mon message, c'est que une fois que tu t'installes, je ne dis pas tu vas nier, rejeter ton groupe ethnique, mais tu dois avoir le courage le monsieur là, hein? La grammaire. Oui, le monsieur de la grammaire. De sortir de ta zone de confort, et comme dit Biko, il faut oser approcher Isabelle. Isabelle, j'ai besoin de postuler à un poste. Comment vous rédigez vos CV ici? C'est elle la bonne personne qui va te montrer comment rédiger un CV. Ce n'est pas un Camerounais, un Malien, un Mexicain qui venait hier ou même 5 ans ici. Pourquoi? La majorité des cas, ils vont t'enduire en erreur par ignorance, par jalousie, ok, ou par, par ignorance, c'est ça, ok. Donc, moi, ce que je suggère, ce que je vous conseille de faire, une année au maximum au sein de ma communauté, ils vont m'aider à m'installer tranquillement, donc, ok. Puis après ça, une année, c'est beaucoup quand même. 6 mois. Ok. C'est toi, ça dépend de ton rythme d'établissement. Ah oui, il a longtemps. C'est une boutade aussi. Il a beaucoup d'humour. Donc, Aimé, après ton établissement, c'est très important pour moi, mon frère, d'aller approcher l'autre, disons, autrement dit, les Canadiens de souche qui sont nés ici au niveau de la recherche d'emploi, du réseautage. Et puis tout ce qui touche la vie du travail. Est-ce que ça répond à ta question? Donc, la preuve, c'est comme tu avais mentionné, il y a des gens qui sont nés, qui sont ici depuis longtemps, du Cameroun, mais cependant, ils t'ont donné la mauvaise information. Du Congo, je m'excuse. En te disant qu'il faut décrire les tâches, alors que c'est pas... est-ce que tu confirmes, Isabelle, quand je dis, est-ce que c'est bien de décrire ces tâches dans son CV? Ça dépend. Ça dépend. Oui, mais... Ok, je remets ma question. Okay. Non, c'est ça. C'est que moi, j'ai été comme jury pour reviser des... il y en a de toutes les sortes et ça dépend toujours de l'objectif de la personne qui engage aussi. Alors, c'est pas tout noir et tout blanc. Il y a des nuances à apporter. Ça dépend du poste, c'est vrai, mais je peux te garantir, Aimé, qu'ils vont mettre... Si, au niveau du gouvernement, le gouvernement veut tout savoir. Le gouvernement veut, pour les postes à combler au niveau du gouvernement, tu peux envoyer un CV de 3, 4, 5, 6 pages si tu as vraiment ces compétences-là. Mais au niveau du privé, je peux te dire que si tu dépasses 3 pages, recyclage. Ok, et là, je sais ce que je dis. Ok, donc c'est pas des histoires que je vous raconte. Si il n'y a pas de description des tâches. Donc ça dépend. Gouvernement, tu peux te permettre d'élaborer plus. Privé, c'est vraiment être concis et oui. On nous appelle juste pour intervenir. Moi, j'ai travaillé au gouvernement fédéral, à la commission de la fonction publique. J'ai été chargé des recrutements au ministère, donc je me chargeais de recruter les employés pour 17 ministères. Et donc, j'interviens tout simplement pour dire combien votre intervention est exacte, et parce que ce n'est pas les tâches qui sont essentielles. Je faisais les recrutements
recrutements pour le ministère de la Défense, j'ai fait les recrutements pour travaux publics et services gouvernementaux, 26 000 employés, j'étais leur recruteur. Donc, parler des tâches, c'est ridicule. C'est tes accomplissements qui feraient en sorte que moi, en tant que conseiller en ressources humaines, je vais considérer ton résumé et je vais l'envoyer au ministère. Donc, effectivement, ce que vous dites est vrai. Les tâches, c'est quelque chose de ridicule. Quelqu'un, n'importe qui peut écrire n'importe quoi, donc ça n'a aucune incidence. Même au gouvernement du Canada, c'est tes accomplissements qui sont beaucoup plus en considération que tes accomplissements. Merci Biko, et je vais t'amener avec moi dans toutes mes conférences comme témoin. Oui, tout à fait, c'est ça, tout à fait. Mais c'est la complémentarité. C'est la complémentarité. Alors, peut-être une dernière série de questions. Non, mais il y a une question. Oui, j'avais posé la question Ah, ok. en disant en tant que conférencier. Ah oui, comment, oui, mais ça c'est important, le résultat. À la communauté, quelques pistes de réflexion sur la meilleure façon de pouvoir créer des résultats. Et comme ça, on sortirait de cette conférence avec un plus. Là. Ok. Parce hors du réseau, il n'y a pas de salut. Après, il y aura un. Le garder dans. C'est les dernières questions là. Hein. Lomami, ton prénom c'est encore? Ça a été complété, je pense pas. Ah, ok. Ok, là, Lomami, et puis il regarde la dernière question. Merci beaucoup pour. Attends, c'est fait déjà? Ah non, on va prendre. On prend alors, et puis c'est donc alors, Lomami, et Biko. puis Patrick. Et puis ça sera fini. Merci beaucoup pour la parole. J'ai juste quelques ajustements à faire. Premièrement, je voudrais d'abord revenir sur quelque chose que j'apprécie beaucoup. Vous venez de parler de la quantification de ce que l'on a fait dans un CV, c'est important. Mais je pense que ça dépend de ce qu'on en fait comme emploi. Il y a certains emplois pour lesquels les tâches exercées sont facilement quantifiables. Et je dirais même pour customer service, quelqu'un qui a fait juste répondre au téléphone, il peut faire une auto-évaluation. Il dit par exemple que dans 90% de cas, j'ai pu, comment je peux dire, conserver, fidéliser une clientèle qui s'en allait déjà. Oui. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et personnellement, je pense que j'en tiendrai compte dans mes CV à venir. Je vais essayer de quantifier les réalisations que j'ai faites. Cependant, je ne suis pas d'accord sur deux points. Le premier point, c'est avec M. Biko, qui dit que la description des tâches est, il a dit, c'est ridicule. Ça, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, parce qu'en fait, lorsqu'on détermine les tâches dans un CV, je présente mon titre. Je suis PhD. Je fais ceci, ainsi de suite, et je l'ai fait à telle institution. Je l'ai fait à Paris 1, je l'ai fait à Louvain-la-Neuve, je l'ai fait à ceci. Quelqu'un qui va me lire, qui est au fédéral, qui connaît c'est quoi les institutions dans lesquelles je suis passé, même sans dire que non, voilà, j'ai dû comment je peux dire, augmenter, je ne sais pas, la comptabilité de l'entreprise de 1000%, non. Description des tâches dans une institution de renommée mondiale, ça compte, c'est pas ridicule. Alors, je reviens maintenant à vous. Vous avez donné un conseil très intéressant à M. Aimé, en disant que après un certain temps, ça peut dépendre d'un individu, 3, 4, 6 mois, il faut que l'on sorte de sa zone de confort pour aller voir les Canadiens de souche. Là, je me dis qu'il faut relativiser. C'est un bon conseil qui peut être dévastateur. Moi, je pense, je vous ai suivi, je ne vous connaissais pas, mais c'est un coup de chapeau, vous êtes très compétent. J'ai beaucoup appris dans cette conférence et ce n'est pas parce que vous êtes Canadien, ce n'est pas parce que vous êtes Marocain, c'est parce que vous êtes compétent. Vous pouviez être Marocain, vous pouviez être Canadien, si vous n'êtes pas compétent, j'allais vous le dire, ben écoutez, je ne suis pas d'accord sur ceci, sur cela. Alors, au lieu de lui demander d'aller voir les Canadiens de souche, parce que généralement dans nos cultures, lorsque quelqu'un arrive, vous aviez bien dit, parfois c'est par ignorance, moi je suis ici par exemple depuis 10 ans, quand je voulais faire telle histoire, voici, c'était ceci les règles que moi j'avais intériorisées. Et quelqu'un qui arrive aujourd'hui, qui me pose la même question, je lui donne les règles des bonnes foi. C'est que moi je savais il y a de cela 10 ans, alors que ça a changé. Donc je lui donne une information périmée, sans l'intention de lui nuire, laquelle information va lui nuire nécessairement. Alors, au lieu de demander à quelqu'un d'aller voir le Canadien de souche, parce que les Canadiens de souche aussi, il y en a plusieurs, il y a des compétents, il y a des moyens, il y a des ignorants. Alors, mieux vaut envoyer la personne d'aller voir quelqu'un de compétent. Parce que parmi les immigrants, parmi les Canadiens, il y a des conseillers en emploi, il y a des consultants, ainsi de suite. Va voir quelqu'un de compétent. Un conseiller en emploi,
compétent qui travaille dans un organisme agréé va lui donner, qu'il soit canadien, qu'il soit noir, qu'il soit marocain ou je ne sais quoi, va lui donner la meilleure information. C'est tout ce que je voulais amener comme contribution. Merci. Rapidement, soyez synthétique. Oui, merci. Mon nom c'est Mouri Kiroa. Malheureusement que je n'ai pas pu être là pour prendre part à l'exposé, mais tout ce que mon ami et collègue Lomami venait de décrire, c'était ça aussi mes points. Mais je voudrais juste y ajouter, avec les interventions de l'assistance, j'ai un peu une petite déception, laquelle c'est qu'apparemment vous êtes en train de décrire un immigrant incompétent, un immigrant ignorant, un immigrant qui n'est pas formé, et puis, au fait, in fine, un immigrant, disons, au chômage. Alors, je ne sais pas vraiment me situer disons, dans ce contexte-là. Bon, M. Biko, avec ses interventions qui sont pertinentes, mais comme mon collègue venait de cadrer disons, la situation, il me semble, à l'entendre parler, qu'il a eu à recruter pour les comptes du Canada 25 000. Vous avez parlé de 25 000. 26 000. Mais bon, prenons ces Canadiens de souche en qui vous avez extrêmement confiance, alors comparez-les à M. Biko. Je ne sais pas s'il est déjà à la retraite ou pas, mais apparemment, c'est un accomplissement. Si j'étais à sa place, c'est un accomplissement alloué de la part des immigrés. Alors, les tableaux que vous êtes en train de peindre dans cette salle, moi, ça m'inquiète. Vraiment, j'ai vraiment des inquiétudes quant à la compréhension elle-même de ce que vous appelez cet immigré-là. Alors, j'aimerais vraiment qu'il y ait un peu de lumière là-dessus. Ok, on finit. Ça devient une question parce qu'il faut qu'on libère la salle. Okay. C'est aussi ça l'intégration. On doit libérer une personne. Ok. Ramasse alors. Ok, ben, oui, je vais essayer d'être bref, mais je vais toucher à 2-3 points quand même. Et concernant vous avez parlé dans votre conférence vous avez insisté beaucoup sur la confiance en soi. Et la seule chose, c'est que, bon, c'est peut-être un commentaire, mais c'est quand même d'attirer l'attention sur le fait que et trop de confiance aussi, ça peut nuire. C'est-à-dire qu'il faut garder un minimum de niveau de doute nécessaire pour s'améliorer dans ce domaine-là. Et ensuite, un autre point qui est relatif bon, qui peut-être sera plus une question. Et quand dans la communication, on a parlé du style direct, on a parlé enfin, des règles de communication d'ici, mais il y a un danger là-dedans parce qu'on peut blesser les gens en étant trop direct non plus. Donc là, maintenant, c'est comment savoir où s'arrêter dans ce côté direct, ce qui n'est pas évident. Bon, un dernier point quand même. Oui, dernier point. Oui, ok. Donc, ensuite, bon, peut-être que ça va rejoindre un peu l'aspect du réseautage quand vous allez répondre à Biko. C'est que pour trouver des points de réseautage, il faut souvent aller un peu dans la vie personnelle des gens. Et ce n'est pas évident parce que ici, les gens sont très jaloux de leur vie personnelle. C'est-à-dire, on marque bien la démarcation avec la vie publique, la vie professionnelle. Donc maintenant, c'est comment arriver quand même à rentrer dans cette vie personnelle-là pour faire le réseautage sans entraîner un blocage de la part de... Enfin, je parle de la société d'accueil. Donc, ça va, tu vas ramasser pas mal de questions sur le groupe, savoir que tu nous ramasses. Alors, ça, c'est juste une remarque méthodologique. C'est vrai, une conférence est toujours circonscrite. Ça, c'est important. Hein? Ayant déjà fait plusieurs conférences, alors il y a deux choses. Et ça, c'est lié, ça fait des grands développements. C'est lié à on est des humains, c'est-à-dire, bon, comme on dit chez nous, personne ne va s'ennuyer. Alors, on a circonscrit un périmètre pour un maximum d'efficacité dans la communication. Et sur ce point, effectivement, il y a des choses tout à fait décisives. Tu as entendu les réactions à l'unanimité. C'est une chose. Normalement, un centre de recherche comme le nôtre, c'est ça son avantage. Alors, c'est normal que quelqu'un qui n'a pas été là quand tu as circonscrit ta cible, hein, circonscrit au sens fort de circonscrire, c'est tout ça, tourner. Alors, peut-être la concentration comme l'effet laser, le focus, vu d'un point de vue macro, toi tu as fait micro, ça tu as fait micro-sociologie, comme j'ai dit, macro, ça pourrait être tout ça. Donc, c'est pour dire que les deux disent des choses vraies. Mais,
à partir d'un site d'énonciation précis. C'est important juste pour qu'on soit alerte, qu'on soit conscient de ça. C'est important. Mais un stade comme le nôtre, c'est ça. On est là pour produire le savoir. Il n'y a pas de censure. Parce que comme immigrants, nous apportons aussi du savoir. Pas souvent, nos communautés sont piégées parce que je gagne combien? Oh, c'est le savoir qui produit l'argent. Et ça, j'ai compris de ta conférence et puis de contacts que nous avons déjà eu. Par exemple, juste pour te dire, Moustapha, hein, exemple, dans Intelligence Interculturelle Consulting, le fait de mettre ça en œuvre, après plusieurs expériences, tout ça, on voit dans ton affaire, c'est concret. C'est de l'empirique. C'est du pratico-pratique. On voit ça, mais aussi, mais ça c'est, tu vois, mais si quelqu'un, je prends juste, bon peut-être un immigrant lambda, il va dire, ah mais c'est pas ça que je mange. Juste pour te dire, tu vois, mais c'est ça qui produit l'argent. Quand est-ce que nous serons, nous immigrants, capables de produire l'argent par notre savoir aussi? Ah non, non, c'est pas ça qu'on mange. Mais on mange quoi? Ok, juste par là, essayez de ramasser. Merci. Alors, premièrement, je vous remercie de vos questions, de vos réactions. Mami, c'est ça, Mami? Lomami. Lomami. Alors, mon frère, Lomami. Ok. Tu parlais de... Ok. Brièvement, malgré... Je suis le produit d'une culture où on élabore beaucoup. Là, on crée toute une histoire pour répondre à une question simple de oui ou non. Cependant, je vais essayer d'être bref et concis. Donc, quand Biko disait que la description des tâches, c'est ridicule, il ne parlait pas nécessairement de toi. Parce que toi... Oui, je sais, laisse-moi, oui, je sais, j'en suis conscient. Parce que toi, si je comprends bien, tu t'es projeté, quand il disait ridicule, tu t'es imaginé à la place de la personne qui a envoyé, par exemple, c'est mon CV. J'aimerais que tu descendes de son commentaire pour dire que si toi tu as un PhD, oui, tes détails sont pertinents et nécessaires. Mais pour quelqu'un qui a un certificat, un diplôme collégial, lui il a lu, je peux te dire, des milliers de CV, Lomami, et moi aussi. Et je peux te dire que oui, c'est vrai, il y a des CV qui ne sont pas pertinents, où on raconte juste des tâches quotidiennes. Donc, vraiment, ce n'est pas de valeur. Alors qu'ici, le temps est de l'argent. Je ne veux pas passer beaucoup de temps. On donne 6 secondes pour dire oui, non, peut-être. Lui, il va confirmer. Le CV Biko. Ok, une première évaluation. Ok, s'il y a les mots-clés qu'on recherche, d'abord, il y a aujourd'hui des systèmes informatiques. Quand on voit, Biko ne va même pas les voir, il va recevoir ce que le système a filtré. Donc, il y a des mots-clés qu'on recherche. Si ton CV, ta lettre de motivation ne contient pas ces mots-clés, ça ne va même pas atteindre Biko. Donc, j'aimerais juste te dire que oui, c'est vrai que dans ton cas, ou dans d'autres cas, les détails, la description des tâches est obligatoire même. Mais, par exemple, au niveau du gouvernement, je l'ai vu, il demande beaucoup de détails. Mais je peux te rassurer que au niveau du secteur privé, ils n'ont pas le temps de lire nos histoires. Ils veulent aller au but. Qu'est-ce que tu as fait comme show me the money. Qu'est-ce que tu as fait pour augmenter le profit, réduire le coût, les choses que j'ai décrites. Donc, c'est juste pour clarifier ça. Donc, c'est pas oui ou non, ça dépend. Et tu l'as mentionné, donc merci beaucoup. Maintenant, ton nom, mon frère, c'est Moui Guillois. Moui Guillois. Alors, mon frère, je l'ai mentionné au début, la conférence s'adresse aux nouveaux immigrants, pas qui étaient ici depuis 15 ans, 20 ans et tout ça, mais les gens qui sont venus au Canada récemment, okay, et qui sont très très compétents, parce que j'aimerais vraiment corriger cette perception que tu as eue. Je l'ai mentionné et je commence toujours dans mes ateliers, mes formations, en disant qu'il n'y a pas une culture qui est bonne ou moins bonne que l'autre. Il n'y a pas une culture qui est supérieure ou inférieure de l'autre, c'est le contexte qui détermine, c'est mes actions, mes réactions sont appropriées ou inappropriées, acceptables ou inacceptables. Les façons de faire canadiennes
peuvent être ridicules au Japon, aucune valeur en Malaisie, au Mexique. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est le contexte qui détermine tout ça. Pour dire que je suis conscient que les nouveaux immigrants sont très qualifiés, sont très intelligents, pas comme tu l'avais compris ou interprété. Donc j'aimerais juste clarifier ça. Ils sont incompétents comment? Incompétents par rapport au contexte canadien. Inconscients, j'ai parlé au début des différents niveaux de la conscience, pour dire, on parle de l'inconscience d'incompétence, puis conscience d'incompétence, conscience de compétence, puis inconscience de compétence. Donc on doit vraiment passer à travers ce processus-là si on veut réussir et s'épanouir au Canada. Donc j'aimerais juste clarifier, je ne suis pas en train de dessiner un tableau, disons... Réducteur, pas du tout. Ma philosophie, mon frère, c'est inspirer, responsabiliser et autonomiser. J'inspire mes frères et sœurs issus de l'immigration. Je leur dis qu'on peut réussir ici, malgré les obstacles. Je les responsabilise, je leur dis que vous avez une responsabilité si vous voulez réussir, donc il faut bouger, passer en action. Et je les autonomise en leur donnant des outils. Comme mon frère Benoît dit, empowerment. Ok. Est-ce qu'on s'entend bien? Ouais. C'est clair pour toi? Oui, c'est clair. La conférence a un temps limité. Effectivement. Tout à fait. Il faut continuer. Tout à fait. Effectivement. Continue d'abord. Ok. S'il vous plaît. D'accord. C'est un débat ouvert. Tout à fait. Et peut-être nous pouvons continuer dans les couloirs, absolument. Les éléments. Bon, parce que apparemment, ce que vous venez de décrire là-bas, vous avez bien dit, j'ai fait récemment un cours d'anthropologie sociale et culturelle. Ce que vous avez dit là, je comprends ce que vous êtes en train de dire. Donc vous comprenez la dimension dans laquelle vous venez d'atteindre. Que la compétence canadienne est peut-être ridicule à Tokyo. Ce n'est pas pour autant dire qu'elle valent zéro. Alors maintenant, est-ce que vous voulez maintenant que cet immigré-là, qui a l'intelligence, les capacités, et ma foi, qui des fois a une expérience internationale, essayez un peu de faire l'échelle de cette conférence, de cette compétence internationale à une compétence canadienne qui est nationale. Donc vous comprenez qu'à ce moment-là, dans votre démarche, il y a d'autres points qui ne s'attiennent pas. Si vous voulez que ce monsieur-là, imaginez-vous, des raisons ou d'autres, moi dans mon pays, j'étais déjà au niveau... Excuse-moi, monsieur, donc on doit quand même... Oui, s'il peut continuer à répondre à d'autres questions, s'il vous plaît, parce que... Ok, on peut continuer après. Oui, parce qu'il faut qu'on ferme la salle à un certain moment. D'accord. Il y a la sécurité. Donc, alors, on a... il y a d'autres questions encore, mais si c'est tout. Il y avait d'autres questions à part... C'est Patrick. Réseautage. Exactement. Alors donc, tu prends le temps qu'il faut. Direct, il faut doser. Oui. Patrick, faut quand même avoir une intuition et puis être très, très empathique. C'est-à-dire que comprendre comment l'autre réagit par rapport à ton style, à tes messages. Et il y a des cues, c'est-à-dire des indices non-verbaux que tu devrais, disons, observer quand tu transiges avec l'autre. Et donc ça dépend de chaque personne. Maintenant, Biko. Biko, au niveau du réseautage, c'est vrai que c'est très important. Et moi, ce que je suggère, c'est, premièrement, il faut établir des objectifs. Avoir une vision très, très claire. Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif? C'est quoi le métier que je cible? D'accord? Ça, c'est numéro 1. Parce que j'ai jamais rencontré... Ok. Alors, donc, il faut avoir une vision claire au niveau de l'emploi que je veux. Et puis, faire des recherches au niveau des associations, des groupes qui appartiennent, disons, qui opèrent dans le même domaine. Ok, donc est-ce qu'il y a des magazines que je peux lire, ou il y a des événements, des conférences dans le même domaine?
Okay? Et donc, essayer d'assister à ces domaines, à ces activités de réseautage. S'il y a des groupes qui se réunissent pour discuter de ce domaine-là, donc s'abonner à ces groupes-là, si c'est possible. Donc, chercher là, disons, l'endroit où les associations dans le même domaine que je cherche. Maintenant, ça au niveau, comme j'ai dit, au niveau de la planification. Maintenant, au niveau, au niveau du terrain, tu parlais, tu voulais savoir au niveau, disons, des interactions? Oui, tout à fait. Ok. Ça, au niveau des interactions. Premièrement, j'ai parlé du conditionnement pour dire qu'il faut être présentable. Et les gens, disons, ton apparence te valorise avant que tu t'assoies, et j'essaie et ton savoir te valorise après que tu t'assois. D'accord? Donc, il faut prendre soin de son apparence, son langage corporel. Il faut se préparer à la maison. Donc, il y a un script. Il y a disons, qu'est-ce que tu fais? Donc, comment on appelle ça le elevator pitch? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais dans 30 secondes? Si tu rencontres quelqu'un de très important, un directeur de l'entreprise où tu veux travailler, et tu l'as rencontré dans un ascenseur, donc il y a 30 secondes entre le premier étage et le deuxième étage, qu'est-ce que tu vas lui dire de concis, de pertinent sur toi dans ces 30 secondes? Donc il faut préparer ce script-là pour lui donner une idée de ce que tu fais. Hein? Donc, et puis on continue. Bon, en tout cas, s'il vous plaît, parce que c'est pour aussi des raisons de caméra, on n'a plus de temps. Oui. Alors. Je voulais justement rebondir, tout simplement, comme vous avez entendu. Il y avait des gens. Parce qu'il reste 2 minutes, lui, il va clôturer là. Ah oui, il n'y a pas de souci. Oui. Le problème, c'est tout simplement d'apporter une certaine précision par rapport aux choses qui ont été dites. Oui, si tu me permets juste de lancer, et puis on va continuer, hein, pour continuer tout ça. Oui. Alors, c'est vraiment, je tiens vraiment à remercier encore M. Moustapha Amraoui qui nous a fait une conférence magistrale. Et j'aimerais qu'on applaudisse encore. Merci Moustapha. Choukran, vraiment. Alors, la prochaine conférence, c'est le 29 novembre. Comme vous savez, proposez-vous. Nous faisons une conférence d'après les gens qui viennent. Et il y a déjà un jeune Congolais, Blaise Ndala, qui a lancé la semaine passée à l'UCO un roman. J'irai danser à la tombe de Senghor. J'étais là au lancement. En tout cas, c'était élogieux de la part de l'éditeur Interligne. Et il fait une déconstruction de la dictature de Mobutu. Au moins, les Congolais qui sont là ne devraient pas manquer ça. Alors, je baptise. Alors, merci à tout le monde qui est venu ici. Je pense que vous avez donné vos coordonnées. C'est pour que les choses pareilles qui n'ont pas été dites ici, parce qu'il y a des limites, puissent continuer dans les réseaux Internet, qui est tout à fait bien alimenté. Et j'aimerais aussi que les gens prennent des initiatives, comme une téléconférence. Quelqu'un peut faire un résumé. Hein? Moi, je ne veux pas tout faire, tous les détails, et puis je suis très limité. Je me rends compte de plus en plus, l'âge arrivant. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Et puis maintenant, alors, vraiment, 29 novembre.